Eh bien, merci d'être venus nombreux et nombreuses assister à notre table ronde de l'après-midi. Je suis en très bonne compagnie cet après-midi, en compagnie de nos constructeurs de robots qui ont fait le choix de nous accompagner sur cette journée et de nous soutenir dans nos actions côté Proxinov. On a choisi de faire cette table ronde autour du marché de la robotique. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui a quelques rebondissements en ce moment, avec un marché de la robotique français qui a fortement diminué en 2024, qui diminuait déjà en 2023. L'Espagne, en 2024, nous est passée devant en termes de nombre de robots vendus en Europe. Et la Chine concentre à elle seule 50% de la vente des robots au niveau mondial. Donc c'est un marché qui mute. Du coup, ce qui mute est intéressant et je pensais judicieux d'en parler, d'avoir des regards, des points de vue et des remarques un petit peu croisées cet après-midi. On va passer 1 heure ensemble. Le but, c'est aussi de votre côté audience, vous puissiez participer, vous puissiez poser vos questions. Donc n'hésitez pas, notez-les, gardez-les et on passera un moment aussi avec vous en fin de table ronde. Donc on va commencer par se présenter et puis une première question pour vous positionner. J'ai plutôt l'habitude d'être sur le côté et de pouvoir lancer le micro et que le micro fasse un aller et un retour. Là, du coup, je vais proposer de commencer à ma gauche puisqu'ils sont plus nombreux. Et donc, je vais demander à Benjamin Valla de chez KUKA de te présenter et puis de nous dire un petit peu comment est-ce que toi, tu perçois chez KUKA l'évolution du marché français. Est-ce que tu as un micro? Pas encore. Tiens. Hop. On dirait deux. Non. Il faut l'allumer. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc Benjamin Valla, société KUKA, fournisseur de solutions intelligentes industrielles, avec un focus évidemment sur la robotique polyarticulée évidemment, et mobile aussi, où on a de gros enjeux sur notre industrie à développer ce sujet. Moi j'ai un focus sur les clients utilisateurs, hein, donc les industriels qui sont présents ici là. D'ailleurs, ils sont venus nombreux aujourd'hui et on peut les féliciter. Et pour répondre justement à cette tendance du marché, effectivement, on ressent une certaine stagnation, si ce n'est légère baisse au niveau du nombre de ventes de robots et d'installations robotisées en France. Et on voit effectivement aussi arriver sur notre marché français des solutions robotiques que l'on importe aussi peut-être de plus en plus. Néanmoins, on sent quand même qu'il y a certains marchés, notamment dans le métal. Donc ça va être l'industrie automobile historiquement qui était présent, qui est très présent, qui continue évidemment à être présente. Le nucléaire, la défense, des marchés qui continuent à être relativement présents et qui restent quand même en croissance de mon ressenti, de notre ressenti du côté de KUKA. C'est un vecteur assez fort pour KUKA du coup de croissance sur ce marché. Oui, évidemment, on aimerait participer aux autres secteurs, notamment en France où on a une grosse industrie agroalimentaire et d'autres industries qui sont un petit peu décalées. On a d'autres focus comme le médical, comme la logistique, notamment sur la partie mobilité. Mais le métal reste le premier secteur chez KUKA. Oui. Du coup, est-ce que c'est un constat qui est partagé côté Yaskawa? Je passe la parole à Samuel Segara. Oui, donc constat qu'on a également de notre côté, surtout au niveau de la baisse de la demande en robotique sur le marché en 2024, qu'on avait moins ressenti en 2023 quand même. Après, dire que le secteur est en évolution. On sait tous qu'on a eu une période après Covid un peu folle en termes de demande. Donc un marché qui est peut-être en train de se restabiliser un petit peu. Et puis
puis, on constate les mêmes choses, c'est-à-dire un secteur, par exemple, agroalimentaire qui reste sur une pente faible ou à peu près stable, et des nouveaux marchés avec des nouvelles technologies qui vont répondre à ce marché-là, comme on parlait de logistique, du secteur de la défense. C'est forcément des nouveaux secteurs à développer. Merci. En parlant de nouveaux secteurs à développer, est-ce que c'est un focus aussi qui est assez fort chez Omron? Alors, chez Omron, les secteurs tels Je te présente Jean-Michel Lombard. Merci. Les secteurs tels que l'armement sont complètement en dehors du spectre des marchés que l'on sert de manière naturelle chez Omron. On a une vision un petit peu ou uniquement tournée vers l'humain. Et on souhaite faire de l'automatisme au service de l'homme et non pas à l'encontre de l'homme. Donc ça, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Donc ce n'est pas des secteurs qu'on va chercher à promouvoir, tout comme le nucléaire, même si on peut être présent. Cependant, ce que l'on voit en fait sur l'activité robotique en France, c'est une forte présence d'une robotique un petit peu différente. On a la robotique traditionnelle avec des mécaniques qui sont vendues par nous autres roboticiens. On va trouver également des mécaniques qui sont conçues par des entreprises tierces qu'on va venir bouger, qu'on va venir intégrer sur des lignes de production. Et cet aspect-là, en fait, typiquement dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur du packaging, dans le secteur pharmaceutique, c'est quelque chose qu'on voit arriver, mais très très rapidement. C'était présent déjà il y a une dizaine d'années, ou un peu plus. Et là, en fait, on sent qu'il y a une forte accélération de cette robotique intégrée dans l'automatisme. Et en parallèle de ça, en fait, on a toujours une activité robotique traditionnelle. Quand je parle de traditionnelle, en fait, c'est des systèmes qui sont vendus complètement prêts à être utilisés et qui voient malgré tout leur clientèle augmenter. Elles augmentent pourquoi ? À mon sens, en fait, c'est parce qu'il y a une crainte qui existait il y a quelques années qui diminue. Elle diminue grâce aux formations qui sont apportées au travers des différentes écoles qui forment aujourd'hui à la robotique de manière plus intelligente, je veux dire. Dans le sens où on ne va pas considérer que la robotique est un métier de spécialiste, on considère tout simplement que c'est un outil d'automatisme qui est présent. Et c'est assez amusant de dire ça aujourd'hui parce que la robotique existe dans l'industrie depuis 1962, alors que les automatismes ou les automates programmables n'existent que depuis 1968. Donc la robotique est antérieure en fait aux automates programmables. Et je suis toujours très surpris de voir des industriels qui pensent que c'est l'inverse en réalité. Je pense qu'on va être nombreux à avoir appris quelque chose aujourd'hui. Vous ne pensez peut-être pas apprendre. Merci Jean-Michel. Je me tourne du coup vers la droite et vers Thierry. Thierry, tu représentes Schneider. Est-ce que, à la fois en tant que constructeur de robots et en tant qu'industriel avec des usines en France, la perspective est peut-être différente? Nous, effectivement, chez Schneider Electric, on a une vision un petit peu différente et un peu plus globalisée, parce qu'en fait, on intervient sur plein de domaines et plein de secteurs, non seulement la robotique. Alors bien sûr, la robotique, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais on a aussi tout un ensemble de domaines et qui nous permet d'avoir une vision un peu différente. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir ici aujourd'hui si effectivement l'industrie robotique en France évolue. Et oui, effectivement, elle évolue. On a des besoins en France de réindustrialiser la France. On souhaite réindustrialiser la France et donc on a besoin de trouver des solutions de flexibilité. Là où avant, on faisait de la production à grande cadence, en grande quantité, on a besoin aujourd'hui de faire de la production adaptée au marché français. Donc on ne sait pas les mêmes produits, ce n'est pas les mêmes marchés que la Chine. Donc, d'où l'intérêt de la robotique, pour pouvoir amener de la flexibilité, de la durabilité à nos lignes de production. Et le fait d'avoir la possibilité avec des robots, alors on est tous pareils, on en parlait ce matin aussi sur le table ronde, on est tous dans de la recherche aussi de simplification de nos robots et de nos systèmes robotiques. Et le fait de pouvoir proposer à nos clients des systèmes qui sont de plus en plus simples à utiliser, à mettre en œuvre,
ça permet d'avoir une grande flexibilité et même de permettre, avec la cobotique par exemple, d'aller donner presque à l'opérateur la possibilité de reprogrammer le robot en fonction du changement de série. Donc c'est là-dessus qu'on travaille énormément. Et puis la petite particularité qu'on a chez Schneider du coup en France, c'est que comme tu disais, on a 25 usines en France et donc on a la capacité aussi de tester nos propres produits et de vérifier si le produit est adapté au marché français. Super. Et du coup, en dernier, Géraud, est-ce que du coup chez Epson, avec votre focus sur du petit robot, petite charge, ça vous permet à vous d'avoir un éclairage aussi peut-être un peu complémentaire à celui de tes voisins? Oui, alors je vais remettre en perspective Ah, pardon, il faut prendre. Peut-être l'allumer. Allô? Si, c'est bon. Vas-y, assez. Oui, je vais remettre en. C'est bon? Pas, non, en perspective certains chiffres quand même. Je tiens à rappeler que le marché de la robotique industrielle traditionnelle a été porté longtemps par l'industrie automobile. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas? C'est les véhicules électriques qui sont en perte de vitesse de vente. Et le marché automobile, c'est ce qui portait la robotique industrielle en termes de volume, de chiffre d'affaires, etc. D'accord? Néanmoins, aujourd'hui, donc ce marché-là est en baisse, mais il y a des marchés extrêmement porteurs. Nous, Epson, on est au-delà de la robotique, on est sur plein de secteurs et on a la visibilité de plusieurs secteurs. Et en termes de robotique, il y a des clients qui sont nos clients, mais qui, eux, explosent. Si je prends Amazon, c'était en 2023-24, 750 000 robots installés. D'accord? Et il compte doubler en moins de 2 ans. Donc on est dans la logistique et c'est le e-commerce qui pousse ce marché-là. Alors on n'est pas tout à fait dans la robotique traditionnelle. Si je reviens dans la robotique traditionnelle, là on va parler plutôt, ce que je disais, les 750 000, il y a beaucoup de robots qui se déplacent dans la centre de logistique. Si on revient en robotique traditionnelle, il y a 5 ans, il y avait 10 robots pour faire de la palettisation. Aujourd'hui, dans l'atelier de logistique, il y en a 100 en termes d'investissement. Donc ça, c'est une grosse différence aussi. Après, sur ces marchés-là, il y a d'autres marchés qui sont très porteurs, comme le marché agricole, mais on est sur des volumes beaucoup moindres. Les robots qu'on a pu voir installés qui font du désherbage et qui sont très bien pour la planète ou autre, effectivement, on n'est que sur 2 ou 3 robots. On n'est pas sur des lignes automatisées où les contrats... KUKA, dernière félicitation de KUKA, un dernier contrat signé à 1,5 milliard chez BMW, sauf erreur de ma part, quelque chose comme ça. On parle de 300, 400, 500, 700 robots en montée de cadence. D'accord ? Donc on n'est pas sur les mêmes volumes, on est sur des marchés beaucoup plus diffus, de la PME, où on parle d'une machine pour une application. Voilà notre vision des choses. Merci beaucoup. Quand on a préparé cette table ronde, il y avait quand même un constat commun qui était assez clair. Je rappelle, en termes de robotisation et de robots vendus en Europe, maintenant on est 4e, donc derrière l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. On a perdu une place par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qui peut freiner cette robotisation en France? Vous aviez tous des idées complémentaires, parfois qui se rejoignaient, qui se lancent. Non. Moi, je vais me lancer peut-être, je sais pas. Alors, il y a un frein, effectivement, on peut pas le nier, hein, il y a un frein sociologique qui fait que parfois les industriels rechignent à aller investir dans la robotique parce que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le but, c'est pas de remplacer l'humain par le robot, hein, c'est d'accompagner l'humain. Et donc, et c'est ce qu'on constate, hein, nous, chez Schneider, on a un Kobo depuis 2022 à notre catalogue. Et on constate que le Kobo, qui est l'objet un peu sympa, permet de faire rentrer de la robotique dans l'industrie et de montrer que le robot, il n'est pas là pour remplacer le travail humain, il est là pour aider l'humain et pour améliorer la productivité de l'humain. Et donc de libérer l'humain de ces tâches, des tâches répétitives, pénibles et même dangereuses. Mais il y a encore un frein un peu social en France. Donc il faut dépasser ce problème, ce frein social, et accompagner les industriels et même peut-être les syndicats, j'en sais rien, à dire, ben voilà, c'est pas, on n'est pas là pour remplacer votre métier, on est là pour vous aider et pour accompagner. C'est un outil en fait, le robot, c'est un outil, et on est là pour vous aider à continuer à travailler. Alors moi je voudrais juste rajouter en fait un point complémentaire qui correspond en fait à la difficulté pour les industriels d'investir dans un outil de production, que ce soit du robot ou de la ligne d'automatisme, ou de la ligne automatisée en fait, c'est la stabilité
politique en fait des décisions qui sont faites sur l'économie de notre pays. En fait, quand on est industriel et qu'on n'a pas une vision à 5 ans claire de l'activité, c'est extrêmement difficile. Quand on n'a pas une vision claire du niveau d'impôt sur lequel on va être imposé sur l'outil de production, c'est extrêmement compliqué. C'est l'une des grosses différences avec l'Espagne, par exemple, qui a fortement aidé les entreprises à promouvoir de la technologie, à s'implanter réellement, en leur donnant en fait une vision à 5 ans. 5 ans, c'est le strict minimum pour pouvoir se dire, voilà, je vais mettre de l'argent sur la table, je vais investir dans un outil de production parce que je sais que cet outil de production me rapportera. Parce que les entreprises ne sont pas philanthropes jusqu'à présent. L'objectif, ce n'est pas obligatoirement de s'en mettre que dans les poches, mais c'est aussi d'avoir un aspect plus large que ça, parce qu'une entreprise qui va bien, c'est un boulanger qui existe, c'est un boucher qui existe, c'est un supermarché qui existe. Donc la technologie, quelle qu'elle soit, que ce soit des lignes automatisées ou des robots qui sont en place sur ces lignes de production, c'est ce qui va permettre en fait d'alimenter le territoire en école et en vie pour le quotidien, en médecin. On manque de médecins un petit peu partout en France. Il faut se poser la question en fait de la raison. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas grand-chose comme chiffre d'affaires à obtenir. Je voulais faire un petit point sur ce que mes collègues ont dit. Le mythe du remplacement de l'homme par la robotique est vraiment un mythe. Alors, il y a eu des rapports qui sont tombés sur lesquels ont été extraits de leur contexte, des livres qui sont dits, ou des analyses sur 700 métiers, etc. Je tiens à préciser quand même, et je corrige beaucoup auprès de journalistes sur lesquels on est interrogé, ce n'est qu'une part de la tâche de l'opérateur. On va lui prendre que 10% d'une part sur laquelle il n'avait pas de valeur ajoutée. Premier point, et ça c'est important parce que souvent il y a toujours cette appréhension-là. Il y a un deuxième phénomène aussi où il y a eu un changement, une grosse mutation. Je ne vais pas citer le pays, même si c'est le pays le plus robotisé au monde, 1000 robots pour 10 000 salariés. En Corée, il y a eu une bascule en 2023. C'est plus vendu de robots pour faire le ménage au sol que d'aspirateurs en tant que tel. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver aussi en France, où les gens, la nouvelle génération est aussi d'appréhender l'intérêt ou on va dire le phénomène d'avoir moins peur lié à la robotisation. D'accord ? Ça met en place d'une tâche sans valeur ajoutée du robot qui va faire le ménage. Pardon. Bon, c'est ça aussi. Oui. Bon, déjà, il y a une chose dont on a discuté par rapport à la démocratisation de la robotique au sein des entreprises. Donc déjà, nous, chez Yaskawa, on essaie de ne pas opposer cobotique et robotique. C'est vraiment un domaine qui est aujourd'hui, d'un point de vue médiatisation, la cobotique a été beaucoup médiatisée ces dernières années comme étant un levier simple d'introduction de la robotique dans les entreprises. Ce n'est pas la vision d'Yaskawa, en tout cas. Parce que on peut faire des choses simples et faciles à mettre en route, que ce soit un cobot, un robot. Et d'ailleurs, les dernières normes vraiment enlèvent ce terme de cobotique au profit de l'application collaborative. Donc c'est important de bien le redire que c'est pas au travers d'uniquement une technologie qu'on va amener plus de robotique dans les entreprises. C'est plutôt au travers des solutions que les partenaires intégrateurs mettent en avant et de cette simplicité que les fabricants de robots peuvent mettre à disposition pour y arriver. Et donc là, je rejoins le fait que pour simplifier la mise en place de la robotique dans les entreprises, il faut qu'on développe toujours plus de solutions adaptées et qui répondent à des besoins qui sont différents de pays où on a de la production en masse et plutôt à un marché français où on est sur de la petite, moyenne cadence avec des changements de production assez réguliers. Donc, voilà ce que je pouvais en dire. Merci beaucoup. Benjamin ?
Oui, bah effectivement, beaucoup de choses ont été dites que je vais pas contredire hein, pour synthétiser sur les freins. Donc les freins sociaux, je me permets d'en mettre une petite couche, mais un élément factuel, c'est que les pays les plus industrialisés et robotisés sont les pays où il y a un taux de chômage les plus bas, hein, c'est factuel. Euh, il y a un manque aussi, il y a une transition aussi au niveau des ressources, hein. La nouvelle génération n'est pas peut-être pas prête à faire ce que les anciennes générations faisaient à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour conserver nos usines, on se doit de trouver de nouveaux moyens. Donc ça reste sur un aspect social, mais c'est important. Et puis les autres freins, on en a parlé un petit peu brièvement, mais effectivement, une crise énergétique, notamment avec la guerre en Ukraine, où, où les industriels sont peut-être un peu frileux avant d'investir dans des moyens qui sont pour autant de moins en moins énergivores, mais on a quand même une industrie qui consomme. Donc là, il y a des enjeux, on pourra peut-être en discuter après, parce que c'est un vaste débat. La crise économique, évidemment, et la crise géopolitique qu'on vit actuellement, où on a aussi des industriels qui exportent et qui n'ont plus la capacité ou la vision long terme de réinvestir. Donc je pense qu'en France, on a un bon écosystème pour trouver des solutions tous ensemble et répondre à des problématiques qui tendent à avoir une robotique la plus attractive possible pour le bien. Et je pense que les freins qu'on a aujourd'hui en feront une force peut-être demain. Euh, Merci. Tu parlais tout à l'heure de la vision du ROI, un ROI il y a 5 ans. On a fait le choix aussi en France d'aller accompagner, d'aider les entreprises à investir sur de la robotique. On a eu RoboStart PME il y a une quinzaine d'années. Maintenant, ce sont les régions qui portent aussi des accompagnements aux entreprises. On a la chance en Pays de la Loire, on a l'AMI Industrie du Futur. D'autres régions ont aussi ce type de dispositif. Est-ce que vous voyez sur le terrain ces effets bénéfiques ? Je vais répondre un peu différemment. Oui, il y a plein de Oui. plans. Alors, faut savoir, il y a un investissement de 50 milliards aux États-Unis pour la réindustrialisation, d'accord, sur lequel l'Europe n'est pas en face de ça, mais quand même 100 milliards, d'accord, en termes de réindustrialisation, de relocalisation, on va dire, de certaines productions suite aux coûts logistiques, containers et autres, etc., et des biens de consommation qu'on doit avoir impérativement, stratégiquement en local, ou du moins à minima en Europe. Il y a un point important au-delà des aides, on aurait pu citer aussi les crédits impôt recherche, crédits impôt innovation, etc., qui sont très importants, qui font de la France ce pourquoi des investisseurs aussi viennent en France et placent des centres de R&D. Donc c'est bien pour nous parce que ça nous permet de récupérer aussi un certain savoir-faire, d'accord. Mais il y a des choses aussi qui se font moins ou qui sont moins visibles, et j'en parlais tout à l'heure avec un de mes partenaires, Noëlla, qui est là dans la salle. Le financement aussi des projets doit être différent. Le client ne peut pas toujours utiliser sa banque pour financer, on va dire, son outil industriel. Il y a des gens pour ça, des gens spécialisés qui savent faire du hors bilan, on en parlait tout à l'heure, pour faire différemment avec Noëlla. Et ça aussi, c'est important. On sait porter un projet industriel non plus sur 2 ans, 3 ans la vision d'un financier, mais sur voire en taquinant mon partenaire financier, il faudrait peut-être monter sur du 25 ans pour rester sur du 2500 € par mois, on va dire, tout coopérateur. Mais c'est jouable parce qu'il y a des choses qui se font et dans la durée, on sait tenir. D'accord. Donc ça aussi, le partenaire aujourd'hui financier, on ne peut plus arriver, et c'est le cas, je le dis, aux États-Unis, en Italie, maintenant depuis 5 ans, on ne peut plus arriver avec une offre, avec un simple prix produit, en disant ça coûte, même si Epson, on a 3 niveaux de prix simple, rapide et pas cher, et du pas cher, etc., à la mode, on va dire chinoise, puisque c'est ce qu'on dit de temps en temps, robots disponibles, etc. Oui, mais on ne peut plus arriver avec un prix, même quel que soit 5 000 € ou 10 000 €, il faut arriver aussi avec une offre financière. Aujourd'hui, ça c'est, je pense, la clé. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'Espagne, ils ont rebondi parce qu'ils ont eu le marché automobile. Hein, la sous-traitance, les Slovaquies, des pays de l'Est ont récupéré une partie de marché de sous-traitance automobile. Non. Oui, non, donc je vais reprendre la main. Enfin, là-dessus, il y a une chose à voir aussi. On parle de ROI. Il y a effectivement un ROI qui
qui est le ROI classique, de dire voilà quel est mon retour sur investissement financier sur le produit. Nous, ce qu'on voit et sur lequel on est convaincu aussi, c'est qu'il y a aussi un ROI un petit peu écologique et carbone, décarboné, etc. Donc on travaille beaucoup sur sensibiliser les gens et l'industrie française à dire ok, il y a le retour sur investissement financier, mais il y a aussi le coût carbone, il y a le coût énergétique. On en parlait tout à l'heure, enfin tu le disais tout à l'heure, quand effectivement on choisit de ne pas moderniser son industrie, enfin son matériel industriel, et que ce matériel consomme peut-être 10 fois plus d'énergie que ce qu'il pourrait consommer s'il y avait de la modernisation, bah là le ROI est direct. C'est-à-dire que là où aujourd'hui on a des industries qui consomment encore du carbone et du pétrole pour fonctionner, et ben, s'ils modernisent un petit peu et qu'ils passent à l'électrique, et bien le ROI est peut-être direct et quasiment instantané. Donc ça, c'est les points importants. Et donc oui, l'investissement aussi en robotique peut amener, je disais tout à l'heure, de la flexibilité. Donc là où autrefois on fabriquait une machine pour fabriquer toujours le même produit, alors effectivement la machine paraissait pas chère, mais il fallait peut-être 10 machines pour faire 10 produits différents. Aujourd'hui, l'avantage de la robotique, c'est qu'avec un robot, on peut peut-être faire 10 produits différents. Et on le voit avec les nouvelles technologies que tout le monde sort, les convoyeurs intelligents multi-chariots, les AGV, les choses comme ça. Ça permet d'avoir une grande flexibilité dans la machine. Et là où avant, il fallait peut-être, comme je disais, 10 machines différentes pour faire 10 produits, peut-être qu'une seule machine permet de faire les mêmes produits et donc d'avoir un ROI direct. Alors pour rebondir sur le ROI, en fait, il faut aussi intégrer le fait que si l'entreprise n'investit pas, elle meurt, tout simplement. Donc le ROI aussi, il faut aussi réfléchir au coût de la survie en fait de l'entreprise. L'investissement est le seul moyen pour une entreprise de rester présente sur le marché. Donc souvent, les banquiers s'arrêtent uniquement sur l'aspect financier, le retour sur investissement sonnant et trébuchant, en se disant oui, mais ça ne va pas être amorti sur 3 ans, sur 5 ans. Mais si l'entreprise ne fait rien, elle disparaît. Et c'est un message aussi, je pense, qui est important de porter. L'investissement, c'est le sang de l'entreprise. Si on n'investit pas dans l'outil de production, dans les hommes, avec un grand H, hein, bien sûr, l'entreprise disparaît. Une entreprise, c'est que des hommes, en fait, qui prennent des décisions. Même si aujourd'hui on parle de robotique, encore une fois, la robotique n'est pas là pour remplacer les hommes. Elle est juste là pour suppléer l'humain sur les tâches difficiles. Rendre les choses faciles. Donc c'est vraiment produire facilement. Pour moi, la robotique, je suis tombé dedans il y a assez longtemps. Et ce message-là, il n'a pas changé en réalité. Ce message-là, il y a 40 ans pratiquement, on avait déjà ce même message. Il était difficile à entendre parce que le coût d'investissement d'un robot était phénoménal. On avait besoin d'acheter un robot qui coûtait très cher. On passait par des industriels qui les mettaient en place à des coûts très importants parce qu'on avait besoin d'avoir des gens extrêmement bien formés qui ne couraient pas les rues. Et en interne, on avait besoin d'avoir des gens extrêmement formés pour pouvoir les exploiter. Aujourd'hui, ces barrières ont quand même beaucoup sauté. On a des outils de production robotique qui sont extrêmement simples à utiliser. Tu parlais tout à l'heure de robots aspirateurs. C'est simple. Mais un robot industriel, en réalité, c'est pas plus compliqué. Si on réfléchit bien à la solution. Et je crois que le cœur du sujet, c'est de créer quelque chose, parce que chaque robot, tous autant qu'on est, on a des solutions technologiques qui en fin de compte, vont réussir à faire les mêmes choses, mais avec des manières différentes. Et on s'adresse tous autant qu'on est, en fait, au tissu industriel qui est commun, mais d'une autre manière, avec des autres approches qui permettent, en fait, d'avoir nos clients quelque part. Parce que notre manière de faire au sein d'Omron est légèrement différente de celle d'Epson, et légèrement différente de celle de Yaskawa. Et donc, naturellement, en fait, on va avoir des compatibilités légèrement différentes. Mais encore une fois, cet outil robotique, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, il n'est pas là pour remplacer les hommes, il est là pour simplifier la vie et au contraire, garder les hommes dans l'entreprise et surtout autour de l'entreprise. Parce que si l'entreprise disparaît, comme je disais tout à l'heure, tout disparaît autour.
je vais plus loin que toi, je fais une transition de quelque chose qui m'a marqué en début d'année, en discutant avec des nouveaux entrants dans l'entreprise manufacturière, on va dire, avec des difficultés d'un patron de turnover qui était extrêmement élevé. Pour autant, il commençait à mettre du robot. En fait, en interrogeant les gens, tout simplement, et ce qui est totalement logique, si on résume ça, c'est avoir un travail décent. Plus personne ne veut faire les temps modernes, Charlie Chaplin, pardon, et ces choses-là. Et donc quand on discutait avec cette nouvelle génération d'ingénieurs ou de femmes dans l'industrie manufacturière, ils étaient heureux d'avoir des premiers robots pour faire des tâches répétitives, tout simplement, sur des choses très simples. D'accord. Et c'était tout simplement la charte de l'ONU d'avoir un travail décent, et ça m'avait marqué parce que je les ai vus à des moments différents, et les quatre ont vraiment donné cet exemple-là en disant bah, là j'ai un travail décent, quoi. J'aide, ça m'accompagne, le robot, voilà, je suis venu il y a un mois, je suis pas resté en fait, je reviens parce qu'il y a des robots qui arrivent. Je dis souvent que si on est dans la robotique, c'est parce qu'en fait on tient aux humains. Et toute personne qui trouve que la robotique est utile, il faut l'envoyer faire du déchargement de containers. Et à mon avis, la personne changera d'avis assez rapidement. Là où tu as raison, c'est qu'effectivement, il faut que notre industrie, et c'est pour ça qu'on œuvre aussi, c'est qu'il faut que l'industrie française soit attractive. Et c'est là où tu as raison, c'est que travailler avec un marteau et une enclume, ça suffit plus, ça n'attire pas les jeunes. Par contre, travailler à côté d'un robot, programmer le robot, savoir lui causer, ça c'est attractif. J'avais une autre question. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, Géraud, sur la Chine qui arrive avec des prix qui sont attractifs. Et donc, il ne faut pas seulement proposer un prix, mais une solution globale. La Chine capte aussi actuellement 50% du marché mondial. Donc, ils vont devenir assez rapidement devant la Corée, je pense, en termes de beaucoup plus robotisés. Comment est-ce que vous voyez, vous, le prochain terrain de jeu? Comment est-ce qu'on peut se défendre face à la Chine qui arrive maintenant en Europe avec des constructeurs qui s'implantent, qui ont une manière peut-être un peu agressive aussi de faire les choses? Alors, il y a deux faces à ça. Les derniers projets signés en France, je ne vais pas citer le nom de ces entreprises-là, c'est des sociétés intégrateurs chinois spécialisés dans un domaine qui vont importer plus d'une centaine ou 200 machines. Ils ont un savoir-faire très très fort dans un domaine d'assemblage sur lequel même un intégrateur français aura du mal. Pour autant, la deuxième face cachée de ça, c'est que derrière, il n'y aura pas de service, pas de support, pas de... Et dedans, attention, ce n'est pas forcément des robots chinois, c'est des robots premium qui sont ici autour de la table. Faut savoir quand même que la Chine n'achète pas chinois de plus en plus. Ils viennent acheter des produits dits allemands, même s'ils peuvent être fabriqués en Chine, c'est un autre débat, mais viennent chercher du robot premium, chez les premium. D'accord ? Donc la face cachée de ça, c'est les intégrateurs ont un rôle et nous on doit les accompagner sur le service. On a pu retarder un peu le phénomène de perte de l'automobile parce qu'il y a le remplacement de robots, l'obsolescence des robots, ou sur lequel on a repris artificiellement du volume de robots. Mais ça, toutes ces entreprises-là chinoises sont incapables de le faire. Pour autant, les coûts, quand elles viennent sur notre marché, sont juste incroyables. Je ne sais même pas comment ils font, parce qu'ils sont spécialisés. Mais effectivement, on parle tout de suite d'une centaine ou 200 machines, ce qui fait qu'on en revient à des prix dits plus automobiles, même si c'est dans d'autres secteurs d'activité. Voilà ma vision des choses. Pour rebondir sur le sujet, en effet, on voit deux nouveaux on va dire, acteurs chinois. Il y a le constructeur de robots chinois, comme tu disais, et l'intégrateur. Et coréen. L'intégrateur, qu'il soit chinois ou on va dire asiatique de manière générale. Il y a ce qu'avant on est asiatique, on est japonais, mais ce que je voulais dire, c'est que pas plus tard qu'hier, encore un client me disait que ils ont pris un intégrateur chinois, mais que derrière, justement, derrière cette belle image qui fait plaisir aux acheteurs, parce que d'un point de vue prix, ils s'y retrouvent au départ. Sur la réalité, parce que là, j'étais pas face à un acheteur, mais face à des personnes de la technique, bah, ils voyaient les limites à ça. Des engagements de départ qui n'étaient pas respectés, et puis des engagements à la fin sur le résultat final de l'installation qui n'est pas à la hauteur parfois de certains intégrateurs français. Donc je pense en effet que ce qui va faire la différence, c'est le service des constructeurs et bien sûr les compétences locales, la proximité des intégrateurs sur le marché. Je prends France, mais Europe de manière générale. Est-ce que
c'est aussi l'avis de KUKA, le côté écosystème local intégrateur. Alors, effectivement, on n'est qu'au début, hein. On commence à voir arriver des intégrateurs qui ont les capacités de venir en grosse équipe de l'autre bout de la planète avec effectivement une proposition très compétitive d'un point de vue prix qui attire justement les industriels. Évidemment que la proximité, le service restera la clé, je pense, du succès et de conserver notre business local. Néanmoins, ce qu'on voit dans le B2B, dans la robotique, on peut très bien en faire l'analogie avec le B2C dans tout ce qu'on consomme aujourd'hui, où on a tous, sauf exception, des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, auxquels on est plus ou moins satisfait en fonction de l'utilité qu'on a et du service dont on a besoin derrière. Et un industriel, il a besoin de services parce que lui, son objectif, c'est de produire sa valeur ajoutée, son produit. C'est pas de gérer le service de sa machine et de ce qu'il en suit. Donc, effectivement, comme je pense tous présents autour de la table, mais pour parler de KUKA, on met un accent fort sur la partie service de l'avant-projet jusqu'à la fin de vie des robots, avec justement cette circulaire un petit peu sans fin. Alors, je mets des guillemets parce que on arrive toujours en limite de technologie, mais où on peut donner vie à rétrofiter des robots et repartir sur des nouveaux sites de production avec des robots qui aujourd'hui ont plusieurs cycles de vie. Et localement, en créant cette économie circulaire avec nos divers partenaires, quels qu'ils soient, parce que il y a les intégrateurs et les fabricants de robots, mais il y a tout l'écosystème qui gravite autour, qui sont concernés. On peut, grâce à Proxinum, entre autres aussi, conserver justement notre savoir-faire et convaincre les industriels de notre valeur ajoutée. Alors, juste pour rebondir sur l'arrivée de la Chine, sur le marché robotique, en fait, ce que je vois, c'est surtout que l'histoire bégaye. À la fin des années 70, on a vu en France arriver des constructeurs japonais, au moins des japonais. Et il y avait exactement la même réaction. C'est comment fait-on pour éviter que les envahisseurs viennent nous envahir? Bon, les envahisseurs sont là quand même, donc on est pratiquement tous fournisseurs de composants asiatiques. Certains d'entre nous appartiennent même à des Chinois. Donc la Chine est là. Mais en fait, nous, qu'est-ce qui nous intéresse en réalité en tant que Français? Et les industriels tels que vous autres, en fait, vous avez besoin surtout d'avoir des gens qui parlent la même langue que vous. C'est pas uniquement la langue parlée, c'est aussi la même philosophie, la même approche sur la manière de faire évoluer les usines au quotidien. Être présent, être disponible. Ne pas être obligé d'arriver avec un cahier des charges de 150 pages pour une simple installation. Voilà, c'est ça, c'est vraiment avoir l'humain. On parle de robotique, mais pour moi, l'humain est indissociable en permanence. Et c'est vrai que dès lors qu'on parle de l'arrivée d'entreprises non nationales ou non européennes, l'aspect culturel est aussi important. Nos collègues japonais ne travaillent pas comme nous, ils n'ont pas la même vision de la robotique. Une installation robotisée au Japon ne se fait pas de la même manière qu'une installation qui est réalisée en France. Une installation robotisée aux États-Unis ne se fait pas non plus de la même manière. On n'a pas les mêmes approches concernant la sécurité. L'être humain n'est pas jetable en France encore. J'espère que ça ne va pas arriver tout de suite. Ce n'est pas tout à fait le cas dans certains pays. Donc en fait, ces aspects-là, c'est ce qui fait notre spécificité. Et le fait d'avoir des fournisseurs d'origine autre que nationale, c'est pas un problème en soi. Ce qu'il faut, c'est avoir en fait des équipes qui comprennent le client localement,
qui sache interpréter en fait ce que le client demande, qui sache le traduire dans une machine. Et la machine, en fait, qu'on va pouvoir suivre tout au long de sa vie, la rétrofiter et surtout la faire produire le mieux possible en étant présent. Donc c'est la présence, la proximité, le service qui font en fait la longue collaboration entre les différents industriels et nous autres. Ouais, tout à fait, t'as raison. Et ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ici, à Full Robotics, on est tous originaires de différents pays. Il y a des industriels français, il y a des industriels étrangers. Même nous, Schneider, qui sommes français à la base, on travaille et on fonctionne parce que on travaille, on rayonne dans le monde entier. Donc je ne peux pas dire aux Chinois, ne venez pas en France, c'est pas possible. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, à ce moment-là, je ne vais pas en Chine, ça serait logique. Non, on travaille sur le monde entier. Ce qu'il faut voir, et c'est plutôt pour vous l'intérêt industriel français, de dire quelle est notre valeur ajoutée en France et quel est notre savoir-faire. Et c'est ça qu'il faut qu'on conserve en France. Donc il y a le service, effectivement, mais il y a tout ce qui, pour moi, est et la famille, le microsystème, tout ce qui va autour. Tu parlais de boulanger, de boucher, de la commune. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait de notre industrie française aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, j'ai envie de dire, et c'est le résumé peut-être de ce qu'on va vivre aujourd'hui, c'est acheter des robots. Après, que ce soit un Schneider, un Kuka, un Yaskawa, un Omron, etc., c'est pas grave. Achetez un robot parce que de toutes les manières, il vous faudra des robots dans vos industries pour pouvoir être compétitif et pour que votre usine, votre même atelier continue à fonctionner en France. Parce que le plus dangereux, c'est pas forcément qu'il y ait des intégrateurs chinois qui viennent installer des machines en France. Le risque, c'est qu'un de ces jours, on va se retrouver à consommer chinois. Enfin, je dis chinois, hein, mais ça peut être ça peut être ailleurs. Hein. On va se retrouver à consommer étranger, vendre à l'étranger, enfin, acheter étranger, etc. Et qu'est-ce qui va nous rester? Le chômage, les subventions de chômage. Donc ça suffira pas. Donc il faut qu'on continue à produire en France, même si on utilise du matériel qui vient d'ailleurs. Et je pense que tous autour de la table, vous faites quand même plus que juste assembler et revendre du matériel qui vient d'ailleurs. Il y a une bonne dose d'innovation là-dedans. Est-ce que c'est aussi une tendance qui va continuer à croître pour peut-être vous permettre de vous différencier aussi? Alors effectivement, dans la robotique industrielle, il y a deux biais. Souvent, on parle du robot industriel en tant que mécanique rigide, mais il y a une part stratégique aujourd'hui qui est 50% liée au logiciel, à la simplicité de l'intégration, les interfaces homme-machine qui doivent être aujourd'hui travaillées pour être simples. Et ça, c'est des enjeux majeurs de demain et des enjeux sur le côté opérateur ou utilisateur d'être simplifié, comme tu l'as dit, je ne sais plus qui tout à l'heure, le fait que le robot, on appuie sur un bouton, il démarre et puis il nettoie le sol. Donc ça, après, il y a des technologies, effectivement, des choix de constructeurs. C'est le cas par exemple d'Epson, du tout intégré logiciel en termes d'options, que ce soit de la vision, du capteur d'effort, du tapis vibrant, où en fait on n'a plus de programmation à faire, où la programmation se fait de manière seule, juste en paramétrage. Donc ça, c'est des choix stratégiques constructeurs. Il y a du plugin logiciel, il y a plein de façons de faire, mais ça aussi, ça nous permet de simplifier l'interface homme-machine, ou simplifier, on va dire, le travail de l'intégrateur. Après, il y a des blocs technologiques aujourd'hui sur lesquels je vais être un peu plus dur avec les roboticiens, on va dire traditionnels, Fanuc, ABB, Kuka, Epson, etc. Attention, on a, bien que pour certains leaders dans leur marché, Epson numéro 1 en SCARA, Fanuc sur du CISAC ou des choses comme ça, il y a la partie d'intelligence artificielle qui est grandissante dans les demandes ou dans la façon de refaire de l'approche machine. Et là, il y a des constructeurs, si on regarde ce qui se fait, qui ne sont pas encore existants aujourd'hui, mais qui investissent des sommes monstrueuses. Si je prends DJI, en drone, qui travaille déjà dans l'agriculture française, je les vois débarquer avec des solutions d'inspection, des choses comme ça, ou Xiaomi, c'est des gens qui, en termes de robotique, ont tout le savoir-faire. Donc ça, c'est des enjeux aussi autour de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas dit que c'était parfait, l'intelligence artificielle, c'est 65% d'erreurs aujourd'hui sur l'interrogation, sauf sur la base de données classique. Mais là, il y a des enjeux aussi majeurs pour les constructeurs en termes d'acquisition et d'appréhender aussi ça. Enfin, je voudrais revenir sur un aspect négatif aussi, une contrainte qu'on a aussi consommée en Europe, c'est la réglementation européenne autour de la robotique qui se durcit. Et si j'en reviens aux installations, on va dire aux intégrateurs chinois qui sont
rentrer sur le marché européen de manière flagrante, il y a deux aspects. Un, c'est des machines extrêmement simples. Ils ont rien divisé comme le ferait le japonais. Le robot ne fait qu'une tâche, quoi. Alors en France, on était très en avance dans les années 84 avec un constructeur français d'un constructeur automobile. Et on était, sauf que ça valait extrêmement cher, comme tu disais tout à l'heure, et donc le robot on lui demandait de faire papa-maman. Donc ça, c'était le vœu du Père Noël. Aujourd'hui, ces installations-là, quand elles arrivent, sont extrêmement simples et ne font qu'une seule tâche. Par contre, elles ont une capacité technologique, mine de rien, en tout intégré, de faire tout un tas de choses. Donc ça, si, c'est des enjeux. Et la réglementation, aujourd'hui, est une grosse contrainte. J'en ai parlé avec Schneider ce matin, j'en ai parlé avec d'autres constructeurs. Je me pose la question de savoir si on ne se met pas une balle dans le pied, parce qu'on vient à des niveaux d'exigence sur lesquels des machines rentrent en Europe qui sont loin. Alors quand je dis loin, mais c'est des machines jetables, d'accord, peut-être simples, mais on n'est pas sur de la performance industrielle sur la durée, clairement. D'ailleurs, c'est la philosophie chinoise. Une machine chinoise, elle marche plus, on l'arrête, on la sort, on en met une autre. D'accord. Donc ça, ils en sont même à cette limite de dire ce pourquoi je veux des machines fiables sur la durée, même les Chinois. Ce pourquoi ils achètent de moins en moins de machines chinoises qu'ils ont besoin de les exporter chez nous. Hein. Donc ça, c'est une grosse On partie. parlait circularité tout à l'heure. On parlait d'humains jetables aussi. Samuel, tu voulais dire quelque chose? Oui, bon, je partage tout à fait là sur la partie nouvelle norme et sur le fait qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied pour complexifier encore l'arrivée des robots en Europe, puisque c'est vraiment des normes européennes et qui sont loin des considérations des développeurs dans le cas d'Yaskawa au Japon. Hein. Donc forcément, on est obligé de s'y prêter. Juste pour revenir sur la partie de la question de départ, sur la R&D locale, et pour donner le cas de Yaskawa, de ce que je connais forcément. En fait, pour faire un peu l'historique, Yaskawa historiquement avait toujours fabriqué ses robots au Japon pour desservir le marché asiatique qui était important. Quand la Chine a commencé à montrer des sursauts d'industrialisation également et de robotisation, Yaskawa s'est implanté en Chine pour fabriquer en local. Depuis 2019, on fabrique maintenant également en Europe, donc c'est dans la stratégie de se dire on va fabriquer en local. Alors on ne fabrique pas en France, hein, on fabrique en Slovénie. C'est quand même, il y a d'autres raisons derrière tout ça, mais investir sur le continent, c'est dans la philosophie. Ce sera la même chose aux États-Unis avec des projets qui sont en cours. Et pourquoi venir fabriquer en Europe? Et je parle vraiment de fabrication et pas simplement d'assemblage. Alors je ne vais pas dire que 100% est fabriqué en Europe, parce que qui peut dire qu'il va fabriquer des cartes électroniques en Europe? Je ne suis pas sûr que ça existe énormément. On en fait. On en fait. Oui, forcément. Mais en tout cas, nous, en tant que fabricants asiatiques, on ne va pas déporter. Et juste pour revenir sur l'aspect R&D, c'est aussi fabriqué en Europe pour répondre à des besoins sur un marché européen, justement, qui sont différents des besoins qu'on peut retrouver en Asie. Donc, fabriquer et concevoir sur le continent européen, c'est ce qui permettra de répondre mieux à ces attentes-là face à d'autres acteurs. Alors Je te laisse justement. parler, après on prendra les questions du public. Ok, pas de problème. Juste pour recentrer par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au matériel, enfin, je vais en arriver au matériel, c'est-à-dire que je fais une petite parenthèse sur l'historique de l'informatique. Je ne sais pas si vous avez connu au début, les ordinateurs étaient tellement chers au départ qu'il y avait un ordinateur pour 200 personnes. Les gens travaillaient en cloud à l'époque, enfin, ça ne s'appelait pas cloud, c'était serveur. Après, on a eu tous un PC personnel. On a tous pu travailler personnellement. Après, on a mis toute l'intelligence et tout le stockage dans des clouds. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que ce qu'il faut, c'est avoir une souveraineté dans notre données, dans notre façon de calculer. Et donc, ce qui arrive aujourd'hui, et ce qu'on fait nous en tant qu'industriel, c'est qu'on commence à proposer des solutions où en fait, l'industriel va avoir sa propre unité de stockage d'intelligence artificielle localement dans son usine. Ce que je veux dire, c'est que là, et c'est là la conclusion par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'attractivité de l'industrie, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste des personnes qui vont enfoncer un bout de tôle. On a aussi de la vraie maîtrise interne dans l'entreprise, dans nos entreprises, des informaticiens, des logisticiens, tous ces métiers-là qui sont des métiers qui sont pour le coup pas tellement délocalisables. Où en fait, on a la possibilité dans nos usines, dans nos industries,
de pouvoir faire de la recherche et développement, mais localement, et on a cette capacité à le faire simplement maintenant. Là où avant il fallait faire appel à des sociétés très complexes, l'IA, alors ok, que ce soit des Américains, des Français, des Chinois qui proposent des systèmes d'IA, là demain on sera capable d'utiliser ces IA-là dans nos propres machines. C'est déjà en place. Je vous propose de passer aux questions du public. Je pense qu'avec un échange aussi riche entre nos participants, vous devez en avoir quelques-unes. Je vous propose aussi, je redirai vos questions au micro, comme ça, ce sera plus simple pour la vidéo et ça m'évitera de courir partout dans la salle. Voilà. Première question, monsieur de chez Noëlla. Je parle comme ça. Oui. Alors, moi, je remercie déjà Géraud, on est bien. Je rebondis sur ce que dit Schneider et Omron. En fait, et puis un peu tout le monde, la problématique que vous avez en tant que constructeur, à Noëlla, nous, on fait du financement, en mode locatif. La problématique que vous avez tous, c'est que vous partez d'un marché qui est de l'automobile, où les acteurs ont des gros moyens, et vous adressez maintenant un marché de la PME industrielle. Et votre logique, elle reste toujours la même, c'est de dire à un client plein un prix, et puis pour le financement, tu l'adresses à ta banque. Et la problématique est là. Je le voyais comme Ron, vous parlez de ROI. Une banque, effectivement, fait un ROI sur 3 ans à 5 ans, alors qu'on est plutôt dans l'économie d'usage, et qu'effectivement, il faut dépasser ce schéma-là. Nous, nos schémas, comme l'expliquait Géraud, on va à 10 ans, voire 15 ans, voire 20 ans. Parce que nos partenaires sont des banques ou des établissements, des fonds d'investissement. Et la problématique que vous avez tous, c'est que vous avez des super outils. Vous avez des PME et vous leur dites, débrouille-toi pour le financement. La problématique de toutes les boîtes ont, c'est le financement du VFR, financement de leurs investissements et financement de leur croissance externe. Et vous leur demandez de se débrouiller tout seuls. Ils ne peuvent pas débrouiller tout seuls. C'est à vous de les éduquer. Et de la même manière que par les Schneider, vous parlez de l'informatique, l'informatique, vous l'avez vécu, l'informatique c'est positionné plutôt en mode locatif. Et maintenant, plus personne n'achète un ordinateur, tout le monde loue un ordinateur. Et finalement, pour développer votre marché, il faut passer sur un schéma différentiel, où c'est plus je vends mon matériel et je dis à mon client de se débrouiller, ou je fais appel aux banques de Proxinov, puisqu'il y a des banques dans les partenaires de Proxinov. Ce schéma-là, il ne peut pas marcher en fait. Vos clients PME ne pourront pas se développer si vous leur demandez de se débrouiller et d'aller voir des banques. Voilà. Pas une question, mais du coup une remarque sur l'accès au financement des PME et d'avoir des nouveaux modèles qui permettent d'avoir un financement non pas sur du court terme de 3 ans, mais sur 10, 20, voire plus. Oui, merci pour la remarque. Et je pense qu'effectivement, on n'a pas suffisamment cette démarche d'accompagner sur les modes de financement. Néanmoins, quand un industriel nous pose cette problématique, alors pour rappeler quand même, la réussite d'un projet, c'est une faisabilité technique et une faisabilité financière. Si ces deux voyants ne sont pas au vert, on ne dépense pas d'énergie sur le projet. Néanmoins, on est plus sollicité sur la partie technique, donc on n'aborde peut-être pas assez ce sujet. Je pense, pour rebondir, il faut diversifier les modèles de financement. Sur du locatif, on le fait à différentes échelles, on a différents partenaires qu'on peut proposer aussi. J'ai envie d'aller plus loin, on peut même aller sur des modèles de pay-per-use, où on va financer et le client commence à payer quand il commence à produire sa première pièce. On peut même aller encore plus loin, parce que là on parle de matériel, mais on peut financer de l'étude, on peut financer du soft, on peut financer du développement aussi dans cette logique. Après, nous, nous constructeurs de robots, c'est en déphasage avec notre activité première, mais on se fait accompagner de solutions comme ça. Et avec plaisir, je prendrai votre carte après pour avoir encore cette force de proposition à mon arc. Oui, je pense qu'il faut quand même distinguer deux choses. C'est que la plupart d'entre nous, on est des fabricants de robots. Et un robot, c'est un moyen qui, sans une application derrière, un intégrateur qui vient mettre un préhenseur ou autre chose, un client ne vient pas vers nous en nous disant je veux acheter mon robot et je vais le louer et le mettre sur 25 ans. Ouais. C'est après derrière l'intégrateur qui... Alors parce qu'avant on est intégrateur sur une activité, le soudage. Peut-être que oui, ça peut se prêter. Chez Epson, on vend de l'imprimante, lecture à la page. Alors pourquoi pas l'utilisation pour le robot?
Parce que le D'accord. robot, C'est il comme ça. n'a aucune utilité sans son Non, mais applicatif la machine, de je robotique. parle de la machine. La machine, ça Du coup, je rebondis. se porte à l'intégrateur. Est-ce possible d'accompagner C'est un les service. intégrateurs aussi sur ces nouveaux Sur ce usages? service. Ouais, ça fait partie de notre travail justement au quotidien de donner en fait ces informations parce que c'est pas nous qui allons faire le financement, c'est pas nous qui allons vendre la machine, hein, comme tu disais en fait. Nous ce qu'on fait, on vend un composant qui est intégré dans une machine grâce à un intégrateur et l'intégrateur souvent ne sait pas de quelle manière en fait il peut proposer un financement à son client parce que le client qui est le client utilisateur en fait lui a une certaine vision, il pense qu'il doit acheter son bien. Mais c'est pas récent en fait, hein, le fait de travailler avec de la location et autres. Ça fait une trentaine d'années en France qu'on le fait. Donc c'est vraiment pas, c'est pas une révolution aujourd'hui. Hein. On a cette possibilité-là. Cependant, peu de clients l'acceptent. Le nombre de clients qui sont friands de ça est quand même assez restreint, moi je trouve. Parce que même si on en parle, même si ça fait partie des éléments que l'on met sur la table lorsqu'on parle de financement d'une installation, quand on parle de financer une installation de robotique mobile ou des chariots élévateurs. Alors les chariots élévateurs, en fait, on n'a pas tout à fait la même approche. Parce que le chariot élévateur est réutilisable tel que. Oui. Alors que le robot mobile, en fait, est adapté. Il est adapté parce que ça charge Chez son Exotech, outillage chez est spécifique. Chez Exotech, ils ont des projets complets financés en location. Alors, pas sur Ça- toutes les usines de logistique, mais il y a des cas, critères, où le retour sur investissement n'est pas satisfaisant. Ils sont obligés de partir sur plus grande durée, on va dire, et ils partent sur de la location Mais opérationnelle. effectivement, mais ça c'est le métier en fait de l'intégrateur d'offrir la solution en location. En tant que constructeur d'équipement, une fois qu'on a livré l'équipement à l'intégrateur, quelque part on a fait notre job. Encore une fois, notre job c'est livrer le produit, faire le conseil technique et conseil financier. Mais Du votre coup, job, c'est pas rendez-vous l'année prochaine pour la table ronde financement et intégration. Voilà. Ça peut être un bon sujet. Et donc j'ai juste rajouté par rapport à ce que vous disiez, effectivement. Alors peut-être qu'on a une particularité chez Schneider aussi, c'est que quand on parle de services, le financement fait partie aussi de nos services. Et on a tout un pôle financement qui aide et qui accompagne nos intégrateurs, nos clients, nos end-users à financer les projets. On ne finance pas nous-mêmes les projets parce que ce n'est pas notre but. Et on ne veut pas non plus aussi lier le client forcément à Schneider. Mais par contre, comme on a cette capacité, et encore une fois, je disais, on a 25 usines en France, on a toute cette capacité-là, on accompagne les clients qui en ont besoin dans le financement. Et donc, vos associations, vos organismes nous aident à faire ça aussi. Et en fait, nous, on sert de garant par rapport aux clients et on fait l'intermédiaire. Une autre question dans le public? Ouais, moi j'en ai une, en fait. J'en ai même deux d'ailleurs. Peut-être celle qui a retenu mon attention. On parlait tout à l'heure de robotique premium par rapport à la robotique chinoise ou asiatique qui arrivait, qui n'était pas premium. Donc. La question que je me suis posée à ce moment-là, c'était est-ce qu'en France, faisant du premium, est-ce qu'on adresse encore un marché qui lui réclame du premium? Ou est-ce qu'on n'a pas l'erreur justement de vouloir faire très bien alors que finalement le marché réclame quelque chose de moins bien? Une question qui rebondit sur la remarque tout à l'heure de robotique premium. Ouais. Est-ce qu'on a le marché premium en France pour cette Oui, robotique? en fait, il y a, En France, je pense que oui, mais ailleurs. non, il y a plusieurs choses. Nous, Epson, on a fait choix stratégique pour une même typologie de robot vis-à-vis, on va dire, d'un acheteur. 3 kg de charge, 400 mm de rayon d'action, sur des choses basiques en termes de robotique. On a fait 3 niveaux de prix. Mais c'est pas du tout les 3 mêmes niveaux de performance non plus. Le premier prix, on l'a donné en libre accès sur du store chez nos distributeurs en stock permanent. Parce qu'il y a des petits projets où c'est juste prendre une pièce et la sortir d'une machine. Donc c'est un robot simple, rapide entre guillemets, et pas cher. Parce qu'il y a ce besoin-là. Pour autant, sur des procédés industriels avec qui j'ai discuté avec mes collègues ou que j'ai vu ici sur du polissage ou autre, là on a besoin de beaucoup plus grande technologie embarquée sur le robot, des entrées-sorties rapides, etc., pour pouvoir avoir les retours capteurs en temps réel. Donc tout dépend du procédé industriel. Mais on a bien besoin des 3 niveaux de prix performance. Donc chez Epson, on a fait ce choix là. Premier prix moyen, toujours 3 kg 400 mm de rédaction, et premium 4 millions. Donc là, le premier, on va être sur un des temps de cycle inférieur à la seconde, 1 seconde et demie et 2 secondes. Mais le 2 secondes pour mettre des pizzas dans des cartons hautes, c'est largement suffisant. Ça ou autre chose. Donc nous, on s'est différencié, on a explosé notre offre qui
qu'on commence à voir, qu'on retrouve chez certains de nos concurrents aussi, sur de splitter une gamme en disant je fais du désévérisement, ce qu'on appelle industriel, j'enlève des fonctions dont on n'a pas besoin. Les entrées-sorties rapides, j'en ai pas tout le temps besoin, j'en ai pas besoin, etc. Donc ça, c'est une approche. Et après, nous, on a une autre approche, c'est d'intégrer logiciellement, par contre, toujours les mêmes capacités logicielles. Vision, même si le robot, c'est le premier prix, on a une capacité, ce qu'on appelle de vision, ou d'intégrer un tapis vibrant sur du robot, ce qu'on appelle pas cher, puisque là, c'est l'ultra flexibilité, et plus de bol vibrant. Quand c'est arrivé déjà, il y a, on va dire, une dizaine d'années, la flexibilité, on change des pièces, on vibre, on les récupère, par la vision industrielle, on les replace. Et on n'a pas besoin de changer à chaque fois un bol vibrant. Donc ça, c'est la première réponse. Donc ça donne raison aux Asiatiques, Chinois et autres, de venir sur notre marché avec des solutions pas premium. Alors c'est pas que c'est pas, attention, je vais pas premium, c'est deux aspects. Je vais parler même à un niveau assurance, une assurance comme assurance automobile, d'accord. En fait, eux, ils viennent avec des installations, souvent avec des procédés extrêmement simples. Pour autant, il y a quand même derrière une technologie, récupérer, copier, peu importe, d'accord. La problématique des installations chinoises, c'est comme les voitures chinoises. Aujourd'hui, si vous entendez sur le marché, les assureurs, les professionnels de la location de parcs automobiles ne veulent plus de véhicules chinois. C'est pas qu'ils sont pas au niveau des véhicules allemands. C'est quand on veut changer le feu arrière, on sait même pas comment on le démonte, il n'y a pas de notice. Il faut déglinguer toute l'arrière de la voiture et ça coûte finalement 12 000 €. Donc l'assureur, on lui fait une fois la blague, puis après il dit bon bah ça moi je loue plus parce que normalement il va falloir remplacer, ça se démonte facilement, ça coûte 200 €, j'exagère, et terminé. D'accord. Donc la problématique du service autour de la machine, les Chinois font des choses, on va dire, simples avec de la technologie qui peut être très très fortement embarquée, mais ça reste des outils de production assez simples. J'ai pas vu de machine réellement complexe au jour d'aujourd'hui dans des usines chinoises ou des usines ou des intégrateurs importés. D'accord. Pourtant, je vois des choses de haut niveau technologique. D'accord. Mais en termes de procédés industriels, pas du tout. Je sais pas si j'ai répondu clairement à votre question, mais Partie, bien sûr. Juste pour rebondir sur le premium, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, premium. On a besoin d'avoir le produit qui est adapté aux besoins. Donc, on a tous, en fait, des approches où on a un produit de base qu'on va étoffer en fonction du besoin. Il n'y a pas un produit, il n'y a pas un robot. Il y a une déclinaison autour d'un certain type de robot dans chacune des marques que l'on représente. Et on va s'adapter, en fait, en fonction du besoin. Oui, et ce qui est premium ou ce qui fait peut-être le prix aussi parfois d'un robot, c'est ce qui va autour, c'est comment on l'amène, comment c'est stocké, comment c'est fabriqué, est-ce qu'il y a du stock, il y a tout un ensemble. Il y a, on en parlait ce matin, il y a la décarbonation aussi. Est-ce qu'on a fait le choix d'avoir un produit décarboné ou pas, enfin, c'est toutes ces questions-là. Et est-ce qu'on veut ou pas y aller dans ce sens-là? On va clore cette table ronde par le mot de la fin, parce que l'heure tourne et les exposants de Full Robotics vous attendent tous avec impatience. Je vais vous demander du coup une réponse courte et percutante à cette question. Quel levier pouvez-vous mobiliser pour faire progresser la robotisation de la France? Qui se lance? Moi, je veux bien, hein, très rapidement, en fait, le levier le plus important, encore une fois, c'est d'en parler. Donc il faut en parler, il faut parler de la robotique, parce que c'est... Souvent, je dis que c'est pas autre chose que des vérins améliorés. Quand je parle de... Alors, ça fait rire, effectivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait une fonction. C'est une fonction, elle est plus ou moins intelligente et plus ou moins complexe, mais c'est pas plus compliqué que ça à déployer en réalité. Et ce parallèle, en fait, avec un composant aussi basique qu'un vérin, en fait, pour moi, un robot, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est encore moins compliqué qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Donc, parlons de robotique parce que c'est facile d'accès, c'est facile à déployer, c'est pas cher. Quand on compare, en fait, une solution mécanique traditionnelle, automatisée, où, en fait, chaque machine est un prototype. Un robot, quand on le déploie, c'est pas un prototype. C'est un système qui a été pensé, réfléchi, optimisé, de manière à fonctionner pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si on fait ça avec une solution automatique traditionnelle, on va en faire un certain nombre de ces prototypes avant que ça marche et qu'on réduise les coûts. Donc les coûts des robots sont optimisés. Ils sont optimisés parce qu'on a
fait des études avancées dessus. Tous autant on a des services de R&D qui travaillent pour optimiser les équipements, pour mettre les moteurs qui vont bien, les réducteurs qui vont bien, le métal qui va bien, de manière à ce que le produit réponde aux besoins. Donc parlons de robotique, c'est le meilleur moyen d'avancer. Merci Jean-Michel. Qui se lance? Samuel. Donc moi je rejoins tout à fait le fait d'en parler et le vérin intelligent, c'est souvent un terme qu'on utilise aussi parce que un robot ça se programme de plein de façons différentes et au final son rôle premier c'est d'amener le bout à un endroit pour faire quelque chose et c'est ce qu'on met au bout qui est important. Donc je rejoins cet aspect-là de la simplicité et de la pérennité pour les industriels, c'est-à-dire qu'un robot, comme on disait, ça dure 20-25 ans, et ça, les industriels, les roboticiens peuvent apporter cet aspect pérennité et fiabilité dans le temps. Et également, derrière cette pérennité-là, il y a la manière de pouvoir le réutiliser par rapport à une machine spéciale qui, elle, est bien pour peut-être une production qui va durer 5-10 ans, mais dans 10 ans, elle ne sera pas réutilisable. Voilà. Benjamin. Oui, pour être succinct, rendre accessible à tous la robotique et donner les moyens aux industriels d'être autonomes. Et ça, c'est vraiment le cheval de bataille, en tout cas, de KUKA avec les outils qui sont aujourd'hui intuitifs et faciles à utiliser. Moi, en un mot, je veux dire la robotique industrielle, fascinant, passionnant, et des enjeux sociétals énormes pour demain. Sincèrement, dans notre métier, je ne pense pas qu'on s'ennuie. On a tous les jours des projets incroyables et il y a beaucoup de choses encore à faire. Ouais, et puis alors, moi je vais finir, je vais rajouter ma sauce. Donc du coup, la robotique, c'est un outil de digitalisation de l'industrie, forcément, et surtout de permettre d'avoir une industrie efficace et rentable grâce à la flexibilité et la durabilité qu'amène cet outil-là, et l'agilité. La durabilité, parce qu'en fait, on va pouvoir réutiliser plusieurs fois le robot, le même produit, pour faire différentes tâches et pour recommencer et lui réapprendre à faire autre chose. Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement pour cet exercice d'esprit qui n'était pas simple. Je vous invite à continuer les conversations sur Full Robotics dans l'usine Pilote. Vous pourrez les retrouver sur les stands des constructeurs respectifs et j'espère que vous aurez des échanges nourris. Un grand merci. Merci Jeanne. Merci Jeanne de nous avoir accueillis. Merci Jeanne.